création d'un environnement d'apprentissage positif à la maison. Bonjour, c'est Carlo d'aidersonenfant.com. On vous a préparé 5 capsules pour vous aider à créer un environnement d'apprentissage positif à la maison avec la psychologue Suzanne Vallière. Salut Suzanne. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, merci d'être là. Suzanne, quels sont les éléments essentiels pour cet environnement d'apprentissage positif? Bien, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de délimiter un espace. Parce que parfois, quand c'est trop changeant, je dirais, là, des fois dans la cuisine, des fois dans le salon, des fois dans la chambre, l'enfant, il développe pas une bonne routine au niveau des devoirs. Puis c'est d'avoir un air d'apprentissage, ça fait en sorte que c'est plus délimité. Et souvent, ce coin-là, naturellement, on va le choisir en tenant compte que c'est peut-être un petit coin un peu plus calme, avoir de l'espace aussi pour travailler, d'avoir une table quelconque qui dégagée pour l'enfant pour pas qu'il se sente trop pris à l'école. Ça évite que l'enfant aussi se pose des questions à chaque fois, tu sais, parce que plus qu'on se pose de questions avant de commencer à faire les devoirs, moins on les fait. Ouais. Mais si on sait que c'est toujours au même endroit, c'est clair que ça enlève un obstacle. Là. Effectivement. La constance, les routines au niveau des devoirs, on va le répéter souvent parce que c'est vraiment 2 ingrédients pour avoir une recette gagnante, là, c'est vraiment nos 2 ingrédients de base. Je comprends. Et pour cet endroit-là, est-ce qu'il y a des objets à prioriser ou à éviter pour bâtir, disons, ce lieu-là idéal? Bien, moi, ce que je vais recommander souvent aux parents, surtout quand nos enfants ont un peu de difficultés, on dirait que les devoirs, là, c'est pas leur tasse de thé. Ils n'ont pas le goût d'y faire. C'est souvent négatif. C'est souvent négatif et c'est souvent, on oublie notre matériel. C'est vrai. On ne sait pas trop si on l'oublie vraiment, mais finalement, il n'est pas dans le sac d'école. Alors, d'avoir toujours un étui à crayon, que l'enfant, en fait, ait tout son matériel à la maison, qu'il n'ait même pas à y penser de l'apporter parce qu'on a tout à la maison dont on a besoin. Même parfois d'avoir déjà des photocopies de faits là, pour les devoirs qui s'en viennent, la revision de mots, de vocabulaire qu'on a toute la semaine. Bien, on en fait une photocopie ou on la prend en photo, tout simplement, pour que l'enfant n'ait pas un peu cette raison-là de dire, ben je ne l'ai pas, ma liste de mots, ou on ne trouve pas de crayons. Quand ça commence pas bien, là, quand il faut commencer à trouver les crayons, les effaces, les règles, etc. Donc, d'avoir toujours nos éléments de base, là, notre matériel pour travailler à la maison, dans cet endroit-là qu'on a mis peut-être dans une bibliothèque ou pas loin, là, sur un petit meuble, là, ça peut être intéressant. J'imagine qu'on essaie de se tenir loin des écrans. Oui. Ça distrait beaucoup, là. Énormément. Ça attire l'attention. Énormément. Alors, c'est sûr que des fois, quand vos enfants vous disent, ben tu sais, ça me dérange pas, moi, de faire mes devoirs avec mon cellulaire ou ma tablette à côté. Non, c'est impossible. La concentration divisée, être capable de faire 2 choses en même temps, c'est quelque chose qui va se développer uniquement vers l'âge de 10 ans. Donc, avant ça, c'est presque impossible. Puis même après, de toute façon, ça demeure un distrayant. L'image, le son, etc. C'est aussi le réflexe qu'on a de tout le temps aller voir. Puis des fois, il y a les notifications, tout le temps aller voir que ce soit sur son téléphone ou l'iPad ou une tablette. Puis on sait que nos enfants sont souvent branchés sur plusieurs choses en même temps, sur plusieurs amis en même temps. Alors, ça ne veut pas dire non plus que les amis avec qui ils correspondent sont en train de faire leurs devoirs. Alors, ça se peut qu'eux leur envoient des photos, des notifications de jeu, comme tu viens de le mentionner. Alors, c'est sûr que ça va être un élément distrayant. On met tout ça de côté. Puis, tout ce qui est électronique, là. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos jeunes à être plus autonomes et plus motivés? C'est une fois qu'on a dit, ben regarde, voici l'endroit, voici les outils dont tu as besoin, voici ce qu'il faut tenir à l'écart. Comment on encourage la motivation et l'autonomie? L'autonomie puis la motivation, ça va passer beaucoup par le support du parent. Tu sais, je sais que souvent, les professeurs vont beaucoup privilégier l'autonomie chez l'enfant à partir de la 3e année au niveau de... Bon, normalement, ce qu'on dit, c'est qu'un enfant de 3e année devrait être en mesure de s'installer puis de commencer ses devoirs, de faire preuve d'initiative à ce niveau-là. Peut-être que c'est vrai pour les enfants qui ont vraiment pas de difficulté puis que pour eux, faire leur devoir, ça va prendre 10 minutes puis ça va être fini. Mais pour un enfant qui est en difficulté, qui aime moins l'école, qui est pas beaucoup motivé, ça va nous prendre vraiment le parent qui est à côté, qui supporte, qui dit, OK, regarde, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que tu as à faire? De diviser les tâches, ça peut être un bon moyen aussi pour garder cette motivation-là et d'être à côté pour dire, hey, bravo, tu t'es beaucoup amélioré dans ta calligraphie. Il nous en reste plus long, on va être correct. Tu sais, de le supporter, là, finalement, c'est vraiment une des bons moyens. Génial. Merci, Suzanne. Ça me fait plaisir.